Alors, bienvenue tout le monde. Donc, Bonjour. je vous parle Bonjour. Bonjour. Je vous parle au nom de Soft Power. Donc, Soft Power est une entité qui soutient les porteurs de projets à Genève. On agit notamment avec les porteurs de projets à impact, donc qui souhaitent avoir un impact positif sur la communauté, sur la société. Et puis, on a aussi un programme spécifique d'accompagnement des femmes entrepreneurs, puisqu'on a constaté qu'un certain nombre de femmes entrepreneurs avaient peut-être plus de défis à rencontrer. Donc, pour information, on a actuellement un appel à projet ouvert pour ces femmes entrepreneurs pour bénéficier d'un mentorat. C'est un appel à projet qui est ouvert jusqu'au 25 octobre, donc il vous reste encore quelques semaines. Si vous êtes intéressé, pour aller voir sur softways.ch, donc softways.ch. Voilà pour un petit peu l'information générale. On est aussi actif dans un espace de coworking à Genève pour lequel vous pouvez avoir une journée d'essai gratuite. Donc, si vous avez envie de vous replonger dans cette ambiance à une autre occasion, il ne faut pas hésiter à le faire. Voilà pour la petite introduction. Et puis, on invite chaque mois 1 à 2 personnes qu'on trouve inspirantes de par leur parcours, leurs écrits, à s'exprimer. Et actuellement, on fait effectivement une série sur le leadership, sur les manières de redéfinir le leadership. C'est notamment très important dans cette période de transition où la notion de manager, de leader, change. Je pense qu'elle devrait changer encore plus. Ça, c'est mon opinion personnelle. Du coup, le fait de rencontrer des personnes qui ont un langage spécifique, un discours spécifique sur ces sujets-là, peut nous amener, nous, à nous positionner différemment en tant que créateurs de projets, en tant qu'intrapreneurs, enfin, quelle que soit notre position, quelle que soit notre posture, on peut s'inspirer d'une autre manière de concevoir le leadership. Et puis, voilà, ce mois-ci, on a le plaisir d'accueillir Didier Reinhardt, qui se présentera beaucoup mieux que je ne saurais le faire, mais qui a notamment écrit un livre très intéressant autour de la symbiocratie, donc en version très résumée, le fait de faire une analogie entre les modèles de symbiose dans le domaine dans le milieu du vivant et celui des entreprises. Il nous en dira plus. Je vais lui laisser la parole et puis le laisser animer cette séance. Moi, je reste à disposition et présente, mais voilà, je lui laisse la parole, je lui laisse le plateau. Merci Aurore. Merci donc à Sandra aussi, que j'ai pu rencontrer et avec lequel donc on a pu échanger pour organiser cette journée. Merci à tous d'être là. Donc nous sommes 12 sur, je pense, une trentaine de gens qui s'étaient inscrits, ce qui est un bon score par rapport à la moyenne. Alors certains peut-être d'entre vous me connaissent, d'autres moins. J'ai un parcours complètement atypique. Je suis d'origine d'une famille suisse alémanique. Je suis né en France et j'ai émigré au Canada, où j'ai vécu pendant 20 ans avant de revenir sur le territoire européen. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec des gens très originaux ou très classiques, pouvoir me confronter à différentes cultures et de m'apercevoir qu'en fait, eh bien, pour venir tout de suite sur le sujet du leadership, en fait, j'ai beaucoup de mal à m'étendre sur moi et mon passé. Les clés, il y a des points communs, quelles que soient les origines, les milieux, les ethnies, il y a des points communs de ce qu'on appelle ces fameux leaders et on se dit toujours d'où viennent-ils, comment est-ce qu'ils fonctionnent, pourquoi est-ce qu'ils fonctionnent comme ça, est-ce que moi je pourrais fonctionner comme ça, etc. etc. Alors dans ce parcours atypique, en fait, il y a des étapes et l'une des étapes, j'allais dire peut-être le plus importante, c'était dans les années 90-91 où j'ai rencontré un docteur en neurologie avec lequel on est devenu très amis. On a écrit un livre qui s'appelle « Les richesses économiques du cerveau » en 97, qui est, d'après ce qu'il m'a dit dernièrement, en fait d'actualité aujourd'hui. Et j'ai cette particularité un peu d'anticiper ou de comprendre les mouvements qui sont en train de se passer et ce qu'il faudrait faire pour éviter d'en souffrir ou éviter même des catastrophes. Mais l'individu est fait d'une certaine façon que souvent il a besoin de souffrir pour comprendre et pour pouvoir évoluer. Et ça m'a toujours un peu révolté en me disant mais on a un certain nombre d'informations sous la main. Et j'ai d'ailleurs effectivement, comme Aurore disait tout à l'heure, écrit un livre en 2015 sur être leader dans un monde nouveau et qui est donc d'actualité aujourd'hui. Et en 2015, on me prenait un petit peu
pour un zombie. À partir de là, ce que j'ai fait, eh ben, j'ai continué à travailler avec un certain nombre de psychologues, de neurologues, etc., de scientistes, de data scientists sur les tendances, sur les mouvements sociologiques. Et puis, j'ai continué à compiler tout ça pour voir si, d'une part, la méthode que j'avais créée, grâce à tous les travaux que j'avais faits au Canada, parce qu'ils sont assez en avance sur le plan psychoneurologique et sur le plan des recherches en management, si c'était toujours d'actualité et si ça allait bien. Voilà. Et puis quelques-uns m'ont dit, tu devrais te calmer parce que là, tu prends trop d'avance, on a besoin de toi là maintenant par rapport à ce que tu as déjà développé. Et c'est le cas d'ailleurs, puisque ces derniers temps, j'ai quand même pas mal de demandes en coaching d'entreprise ou pour aider les gens à rebondir, à se repositionner, à comprendre ce qui se passe et à trouver de nouvelles pistes. Voilà un peu en gros mon parcours. Et je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Alors, sur le plan technique, si vous avez des questions à poser, vous branchez votre micro. Si vous préférez les poser par écrit dans le chat qui se trouve sur votre droite, eh bien, vous les posez. Et à ce moment-là, peut-être que Sandra ou Aurore les verront parce que quand je suis pris dans ma présentation, parfois j'oublie de regarder s'il y a des questions qui arrivent, ce qui est bien dommage. Je vais donc partager tout de suite mon écran. Voilà, est-ce que vous voyez cet écran? Sandra me faisait un signe, c'est ça? Si j'ai bien. Ok, merci. Donc, dans ce que j'ai appelé la symbiocratie, pourquoi? Parce que dans les études, notamment que j'ai faites pour un client au Canada, qui me posait la question sur cette notion de leadership. Et puis, en fait, dès le départ de l'étude, on s'est aperçu que le leadership, c'était utilisé un peu par tout le monde. Et donc, la question qui s'était posée, c'était de dire pourquoi est-ce que les nouvelles générations n'ont pas le même type de leadership que les anciennes? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas les mêmes résultats? Pourquoi ça passe pas, ça ne fonctionne pas de la même façon? Enfin, il y avait un grand nombre de questions qui étaient posées dans ces entreprises par rapport à ce qu'ils appellent la dotation, la gestion de la relève. Et nous sommes partis en recherche. Quand je dis nous, c'est parce que j'ai la chance d'avoir un mentor assez exceptionnel, qui est j'allais dire une éminence grise et quelqu'un qui a été le bras droit ou tout du moins l'inspirateur d'un certain nombre de grands patrons en Europe. On est parti sur ce mot leadership au niveau étymologique, etc. On s'est aperçu qu'en fait, il était utilisé à toutes les sauces, mais que sa source originelle avait du mal d'être compris et que les médias nous présentaient souvent des leaders qui n'en étaient pas, bon, qui étaient des gens charismatiques, qui avaient éventuellement des gros égos, mais ce n'étaient pas des leaders au sens vraiment pur du terme. Alors c'est ce que je suis allé rechercher avec les gens qui ont eu la gentillesse de travailler avec moi, c'est quoi un leader? Et donc il y a déjà deux choses. D'abord, évidemment, ça vient d'un mot indo-européen qui est li et der. Cette composition des deux mots. Donc, c'est vraiment trouver le chemin. Et la signification que nous avons trouvée, que nous avons retravaillée, et donc la définition, on est reparti des travaux de Thévenot concernant le leadership, et on a reconstruit cette définition sur c'est l'art et la manière vraiment de créer des chemins nouveaux, c'est vraiment la définition du mot, mais d'imaginer aussi un monde nouveau et de le mettre en symbiose, de mettre en symbiose les talents, les potentiels humains et matériels, les contextes et cultures, dans ce chemin, vers ce chemin, pour que chaque individu soit un créateur de sens et de valeur. Et ça a d'autant plus d'importance en ce moment, c'est que la création de sens, c'est vraiment fondamental. Par rapport à tout ce qu'on vient de vivre, avec toutes les autres études que je lis régulièrement tous les jours, c'est que le choc de la Covid, ce n'est pas seulement un choc sanitaire, c'est un choc, c'est un traumatisme sur le plan psychologique et émotionnel. Bon, pour des tas de raisons, je ne vais pas, va pas débattre sur la gestion du Covid. En fait, aujourd'hui, si je reprends juste les travaux de Boris Cyrulnik sur le vilain petit canard, la résilience, la création de sens, etc., eh bien, puisque je compile un certain nombre de données et de sciences complètement différentes qui vont avec le management, la gestion, etc. Ce qui va nous permettre de rebondir, c'est vraiment de retrouver du sens. Et retrouver du sens, c'est
retrouver une ambition personnelle, prendre conscience de nos potentiels et ne pas subir des informations extérieures qui peuvent être négatives et de se dire qu'en fait, la première vision que l'on pourrait avoir, c'est j'arrive sur un monde sur lequel il n'y a rien, il n'y a plus rien, et tout est à reconstruire et tout est à refaire. C'est-à-dire que je fais fi de ce que nous venons de vivre pour pouvoir redémarrer. Et pour ça, il y a toute une mécanique qui fait justement partie de la symbiocratie et que l'on va en plus retrouver dans la nature, la faune, la flore, le monde entier fonctionne en recherchant du sens. Et vous pouvez prendre la plus petite graine d'une pomme ou un noyau d'abricot, il est déjà porteur en lui d'un sens, de valeur, de richesse, de vie. Et quoi qu'il se soit passé au niveau terrestre, eh ben, il va trouver sa place pour pouvoir repousser et s'épanouir. Alors c'est dans cette idée-là, qui peut peut-être vous sembler utopique, mais qui, moi, m'apparaît extrêmement importante de prendre en considération. Je pense que c'est dans cette idée-là qu'il faut avancer. Et on est allé ensuite, on s'est dit, bon, alors si le leadership, on arrive à avoir une définition à peu près correcte, est-ce qu'il y a eu des leaders qui ont fonctionné de cette façon-là? Et puis, bon, là, je vous en présente que quelques-uns, mais il y en a plein d'autres, parce qu'en fait, il y a des leaders connus, mais il y a énormément de leaders inconnus. Et si ça se trouve, il y a une graine de leader, on a tous une graine de leader en nous, et puis, quand elle a envie de pousser, eh ben, soit on est bloqué par des fausses croyances, des intimes convictions, des décisions qu'on ne prendra pas, etc., etc. Soit eh ben, on va oser la libérer et au moins oser se confronter à un certain nombre de méthodologies pour pouvoir faire pousser cette graine de leader. Et parmi ces leaders, eh bien, en fait, il y en a trois. Et Hannibal, Scipion l'Africain et Steve Jobs. Alors, Hannibal et Scipion l'Africain, pour ceux qui ont eu la chance, comme moi, de faire du latin à l'école, des versions latines et des thèmes, eh bien, ce sont les guerres puniques. Ça se passe 218 avant Jésus-Christ. Donc, vous voyez, ça remonte assez loin. Et mon mentor me dit, lis un livre sur Scipion l'Africain qui a été écrit par un colonel anglais. Tu verras, c'est extrêmement brillant. Et effectivement, j'ai lu ce livre et je l'avais à peine terminé que Steve Jobs est décédé. J'ai donc lu un certain nombre de publications sur Steve Jobs. Et là, je me suis aperçu, et c'est un des exercices que je fais faire et que je vous conseille de faire, c'est que quand vous lisez un livre, on peut lire une histoire, tout simplement. OK, très bien. Mais on peut aller aussi beaucoup plus loin et de se dire qui sont les protagonistes, comment ils fonctionnent sur le plan psychologique, comment ils ont réussi à générer cette histoire, comment ils interagissent entre eux. Et à partir du moment où vous commencez à voir les choses sous cet angle, eh bien vous commencez à capter des informations et à enrichir votre cerveau. On va y revenir plus loin. Et ce dont je me suis aperçu, c'est qu'en fait, Scipion l'Africain et Steve Jobs, eh ben, ils avaient quasiment le même type de comportement, la même façon de créer des storytelling, la même façon d'exploiter l'environnement, la même façon de s'adresser à leurs troupes, on va dire. Et là, je me suis dit, c'est quand même bizarre parce qu'à quasiment 2200, 2300 ans d'histoire, on a là deux individus qui ont créé des empires et qui fonctionnent à peu près de cette façon-là. Donc, on s'est dit, ça veut dire qu'il y a un modèle sur lequel on pourrait se reposer. Et partant du principe, grâce aux neurosciences, que le cerveau est plastique, est-ce que ça voulait dire qu'en faisant un certain nombre d'exercices, nous allions pouvoir développer cette plasticité neuronale que vous développez tous les jours, parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau logiciel, à chaque fois qu'il y a un nouveau comportement à mettre en œuvre, etc., votre cerveau s'adapte et votre cerveau fait en sorte que vous puissiez traverser tous les éléments qui se confrontent à vous. Alors, on est allé voir dans une autre époque et on s'est dit, bon, on remonte un peu dans le temps, on va voir un petit peu s'il y a d'autres leaders qui ne sont pas forcément des leaders politiques ou des leaders économiques. Et on en a pris quelques-uns, comme Gutenberg, comme Leibniz, comme Erasme, comme Diderot, etc., qui, à leur façon, étaient des leaders. Et donc, Gutenberg, c'est l'inventeur de l'imprimerie. Leibniz, c'est la réforme du droit, la machine à calculer, mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est quand même le créateur des algorithmes. Erasme, je l'ai pris
on va dire qu'à son époque, c'était un lanceur d'alerte. Et Denis Diderot, bon, il a créé l'encyclopédie, c'est-à-dire qu'il a réussi à réunir un certain nombre de données sur le plan philosophique et scientifique. Et à l'époque, la philosophie, dans l'esprit des gens, la nature même du mot, la philosophie, ça voulait dire rechercher la réalité, expliquer la réalité. Aujourd'hui, il est un peu dévoyé parce que moi, j'ai des chefs d'entreprise que je rencontre ou des managers qui me disent « Ouais, mais on n'est pas là pour faire de la philosophie. » Ben, si, justement, parce que quand on fait une réunion marketing pour voir la réalité des choses et la réalité du concret, ou une réunion commerciale ou une réunion de gestion, on fait de la philosophie, en fait. Mais ça a perdu, évidemment, de cet impact et de cette valeur. Et du coup, on n'écoute plus les mots, on n'écoute plus les structures de phrases qui, elles-mêmes, sont porteuses d'informations. Et ces gens-là, s'ils étaient aussi brillants, c'est parce qu'ils maniaient plusieurs sciences. C'est-à-dire que Gutenberg, si on revient à lui, eh bien, il a créé l'imprimerie, mais parce qu'il avait compris que le monde était en train de bouger, que l'information devait circuler. Et ça a été une des premières révolutions humaines, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir communiquer et de pouvoir échanger des informations avec les autres. Et donc, pouvoir échanger des informations avec les autres, c'était fondamental. Et puis pourquoi Leibniz aussi, il a fait la réforme du droit, il a fait de l'arithmétique, il a fait des algorithmes, il a fait la machine à calculer. Donc vous voyez que ces gens-là, et Diderot pareil, ils avaient un côté multiculturel en fait, qui leur permettait d'avancer et de créer des choses qui étaient fort intéressantes. Et donc quand je reviens à cette dimension de la philosophie, eh bien ce qui se passe en fait, c'est que ces gens-là, ils étaient multicompétences. Or, dans le monde, j'allais dire traditionnel de l'entreprise, très souvent, on est monocompétent, c'est-à-dire qu'on est catalogué dans un silo, on est mis à une place pour produire quelque chose de défini, et souvent, en plus, on nous explique comment il faut le produire. Et c'est là où on a une perte énorme d'inventivité, de créativité, et les gens qui sont un peu au potentiel, les gens qui sont un peu créatifs, innovateurs et autres, ils ont beaucoup de mal à rester dans ce moule et dans ces cadres. Et pourtant, c'est de cela dont on a besoin. C'est ce que j'appelle les leaders du futur. Pourquoi? Parce qu'ils captent ce que j'appelle les datas du futur. Et ces fameuses datas du futur se retrouvent dans, en fait, la capacité que vous avez à vous intéresser, à être curieux et à développer énormément de connaissances, pas du savoir, hein, de la connaissance, pas de l'apprentissage par cœur, mais d'utiliser votre curiosité pour aller voir mille choses. Et l'un des points clés qui est très très important, et ça, je ne dis pas que c'est une découverte majeure, mais pour autant, c'est extrêmement important, c'est cette notion de quelles sont les qualités dont nous avons besoin pour développer toutes ces compétences. Et ça va, c'est pas très compliqué, mais essentiellement, c'est du partage et de l'échange. Et je m'aperçois que dans la période où nous sommes, il y a des gens qui ne partagent pas, et je ne parle pas de partager l'argent, hein, je parle de partager des connaissances, partager des informations et échanger ces connaissances et ces informations. Je vais même plus loin. Donc, il y a le courage et l'opiniâtreté, parce que ça demande effectivement parfois de franchir des barrières. C'est quoi le courage? C'est d'accepter que des gens avec lesquels je ne suis pas d'accord, je puisse les rencontrer et je puisse me confronter avec eux. C'est l'art de polémiquer, parce que la polémique, c'est l'art de confronter des idées pour en sortir plus riches et plus intelligents. Et ce n'est pas l'art de créer du buzz. Donc avoir ce courage de me dire, bon, celui-là, il raconte des grosses conneries, passez-moi l'expression, je ne suis pas du tout d'accord avec lui, donc je ne l'écoute pas. Et à partir de ce moment-là, vous passez à côté d'un potentiel absolument incroyable. Ou c'est l'art de dire, par exemple, sur une exposition, un film, une pièce de théâtre, etc., c'est l'art de dire ah non, non, cet acteur-là, je ne l'aime pas du tout, ce film, je ne l'aime pas, etc. Et je refuse d'y aller voir. Eh bien, très souvent, pour en avoir fait l'expérience très personnellement, je peux vous dire que il a fallu parfois me tordre le bras et me forcer un peu pour voir des choses qui ne me tentaient pas. Et j'en suis ressorti avec des idées nouvelles. Pourquoi? Parce que ça se confronte à l'intérieur de mon cerveau. Et donc, voilà ce courage de se confronter à l'autre
et le courage de le faire, de le dire. Donc, c'est de l'opiniâtreté, parce qu'il ne faut absolument pas lâcher prise. Et il y a, j'allais dire presque un autre courage, c'est oser sortir du conformisme. Et ça, dans le monde où nous sommes, oser sortir du conformisme, ça génère des peurs incroyables, parce que qu'en dira-t-on, que vont en penser les autres, et puis si je pense différemment, je vais peut-être perdre mes amis, je vais peut-être être montré du doigt, je vais peut-être, etc., etc., etc. Et ça, c'est absolument le point figeant, le point bloquant aujourd'hui, quand je regarde les statistiques de gens qui, par exemple, acceptent, dans le cadre de la pandémie, d'écouter ceux qui sont pour et ceux qui sont contre les décisions et de faire leur propre créativité et de penser par eux-mêmes. Voilà. Et le propre d'un leader, c'est donc bien cette capacité de penser par soi-même et d'imaginer un chemin. Et si je reprends Steve Jobs et Scipion l'Africain, bon, bah, Scipion l'Africain, c'est clair qu'il ne faisait pas d'études de marché, qu'il n'avait pas de drone ni de satellite pour regarder le terrain. Et Steve Jobs n'a jamais fait d'études de marché, mais il avait cette capacité à capter l'information et à rencontrer des gens avec lesquels il n'était pas forcément d'accord, mais il savait que ces gens-là pouvaient lui apporter quelque chose. En conséquence, le partage et l'échange, c'est très très important et on doit souvent se botter les fesses pour aller voir des choses qui nous enquiquinent, pour dire ça correctement, et puis partager, eh bien, ça veut dire, et je le vois sur LinkedIn, sur Facebook, etc., en fait, il y a très très peu de gens qui relaient des informations intéressantes. On est toujours une dizaine ou une vingtaine à s'envoyer les mêmes informations, mais on n'a pas vraiment l'impression que ça circule. Et cette notion d'opiniâtreté, c'est qu'il ne faut rien lâcher par rapport à un objectif. Parfois, ça prend du temps, beaucoup de temps, mais il y a toujours une porte qui s'ouvre à un moment donné. Mais cette porte qui va s'ouvrir, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'elle va peut-être nous demander de sortir du conformisme. Et cette porte qui va s'ouvrir, peut-être qu'on ne l'entendra pas ou qu'on ne la verra pas parce qu'on n'osera pas se confronter et on préférera rester dans nos habitudes, dans nos convictions et dans nos croyances. Et l'une des clés du leadership, elle se trouve là. C'est-à-dire que quelqu'un qui pense être un leader parce qu'il est en position de pouvoir dans une entreprise ou en position de management, etc., s'il n'ose pas se confronter aux idées différentes, s'il n'ose pas sortir du conformisme, s'il n'ose pas dire, ben, il n'a pas un rôle de leader, il a un rôle de manager. Pourquoi? Parce que cette façon d'oser se confronter et de sortir du conformisme, c'est aussi une notion d'inspiration. Alors, une fois qu'on a vu ça, on rentre dans une nouvelle dimension, c'est-à-dire qu'on se dit aujourd'hui, le monde est interrelié. Ça veut dire que si je suis à la recherche d'une information, en un ou deux clics, je la trouve en moins d'1 seconde. Donc autant vous dire que c'est vraiment quelque chose de facile que de pouvoir s'enrichir et d'acquérir des données complémentaires, disparates, de regarder des vidéos, on est d'accord, on n'est pas d'accord, et de se faire sa propre idée sans rentrer forcément, sans suivre bêtement la doxa qui nous fait croire que c'est une bonne direction. Et c'est dans les entreprises la même chose. On a des gens qui nous disent c'est par là qu'il faut aller, et pourtant parfois on a l'intuition qu'il faut aller ailleurs. Et d'ailleurs, il y a des gens qui démissionnent pour monter leur entreprise ou pour offrir des services différents parce que l'expérience qu'ils ont dans l'entreprise où ils sont fait qu'ils n'iront pas plus loin que ce qu'on leur accorde de faire. Alors, ensuite, par rapport à toutes ces données-là, on regarde un peu les tendances. Comment le monde bouge? Et on voit par exemple que depuis la Covid, on a eu plus 14% de gens qui ont décidé de consommer autrement, d'investir autrement, de vivre autrement. 59% ont décidé que maintenant ils voulaient des outils, des produits avec une fabrication de transparence, une obsolescence qui ne soit pas programmée. Et 63% des Européens veulent des produits facilement réparables, etc., etc., etc. Et 58% des gens vont consommer auprès d'entreprises qui respectent les droits de l'homme, qui rémunèrent justement leurs collaborateurs, femmes, hommes, au même niveau, qui ont des fournisseurs qui eux-mêmes respectent et donc qui ont des valeurs, qui ont de l'éthique dans leur comportement et dans leurs gestes. Et ça, c'est un mouvement, je peux vous dire que 58%, c'est un mouvement qui va être extrêmement fort. Et on peut se dire que si on est encore
crise sanitaire pendant 1 an ou 2, il va y avoir une paupérisation. Donc, ça va être de plus en plus fort. Il va y avoir une transformation drastique des habitudes. Et l'image que je vous montre là, en fait, eh bien, c'est la façon dont nous fonctionnons aujourd'hui, c'est-à-dire nous fonctionnons en réseau. Et que vous ayez une entreprise de 50 personnes, de 5000 personnes, que vous soyez à votre compte, on appartient tous à des réseaux. Plusieurs, parfois des réseaux de valeurs, des réseaux professionnels. On se rencontre, on échange. Et puis les réseaux j'allais dire, se construisent dans le temps, se fortifient dans le temps sur des valeurs. C'est-à-dire qu'on aime bien travailler avec un tel ou un tel. Moi, ça fait plus de 30 ans que je travaille même avec 3 ou 4 amis avec lesquels on n'a jamais signé un papier. On s'échange le business. Il n'y a jamais eu aucun problème. On a une entente parfaite. Parfois, on n'est pas d'accord sur certains sujets, certaines façons de faire, mais il n'y a jamais eu aucun problème. Et ces réseaux-là, ils sont indestructibles. Et c'est ça qui est en train de se passer dans les entreprises. C'est qu'il y a des gens qui sont en train de constituer des réseaux et de prendre leur part à l'extérieur de l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas leur nourriture psychologique dans l'entreprise. Donc, ils sont en train de constituer des réseaux, puis un jour, ils basculeront, ils deviendront concurrents, ils iront travailler à leur compte, ils trouveront un boulot ailleurs. Et ça fait partie de tout le mode de réflexion de gens avec lesquels, en ce moment, je suis en contact, qui me disent « ça ne va pas dans mon poste, je suis en stress », ou « je suis en recherche d'emploi, mais je ne sais pas quoi faire », ou « j'ai une TPE, une PME, il faut que je la repositionne, je ne sais pas dans quelle direction aller ». Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les informations nécessaires et on n'a pas de richesse supplémentaire. Donc, ça veut dire qu'il faut changer nos habitudes. Et changer nos habitudes, c'est parfois aussi simple que quand on fait un régime alimentaire et qu'on décide que le soir, on ne prendra plus de dessert trop sucré, par exemple, ou qu'on arrêtera d'aller manger de la junk food, etc., etc. Ce qui a changé nos habitudes, tout en nous réjouissant, c'est 1984, Steve Jobs, qui avait dit « il y aura, et moi je vais le faire, un ordinateur dans chaque famille ». Et toute la communauté informatique s'est vraiment payé sa tête. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il n'y a pas qu'un ordinateur dans chaque famille. Donc, quand on a une idée qui nous prend au corps, qui nous prend au cœur, je pense sincèrement qu'il est nécessaire d'aller jusqu'au bout. Et puis de l'autre côté, on a Tim Berners-Lee, donc pas loin de Genève, hein, au CERN. Lui, il invente le protocole de l'Internet. Et les deux réunis, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un monde digital qui s'est mis en place, qui a fait évoluer le mental et le comportemental, qui est donc évidemment à toucher aux structures. Et les gens se sont dit, ah oui, okay, tout ça c'est très bien, mais moi maintenant, je veux plus de transparence. Pourquoi? Parce que tout est interrelié, on va tout savoir. Donc la transparence en soi ne me gêne pas outre mesure, ça dépend de ce qu'on en fait. Et ceux qui ont compris et qui ont surfé sont les GAFA notamment, c'est que en fait, chaque individu devient un data center. Nous sommes chargés d'informations. Alors, il n'y a pas que les informations administratives, hein. Il y a nos émotions, nos comportements, il y a nos relations, etc., etc. Quand on a compris ça, on s'aperçoit qu'en fait, il y a un truc. Il y a un truc qui ne fonctionne pas dans ce système. Eh bien, ce sont les lois et les règles. Et c'est pour ça, notamment, que Leibniz avait fait la réforme des lois à l'époque de la Renaissance, parce que nous sommes régis par des lois qui n'ont plus de raison d'être par rapport aux évolutions que nous vivons. Et une fois qu'on a bien intégré ce principe, il est important de proposer, de mettre en place et d'avoir du leadership pour faire évoluer les cadres législatifs. Alors, ça peut être aussi des règles de vie, tout simplement, entre nous, qui peuvent être parfaitement adaptées et acceptées dans un consensus. Et les 3 règles du succès, en fait, quand on analyse la faune, la flore dont je parlais tout à l'heure et le fonctionnement du monde, eh bien ça repose sur des datas, des flux et des interactions. La moindre de vos cellules est chargée de data. Que vous le vouliez ou non, elle est chargée d'informations. Et qu'est-ce qui se passe entre chaque cellule? C'est qu'il y a des flux pour qu'elles communiquent entre elles, donc on va créer des interactions. Et ça, c'est quelque chose qu'il est important d'intégrer. Donc, vos datas, c'est toutes les informations, la philosophie, la science, la mécanique, la pharmacie, le marketing, la navigation de plaisance, toutes les informations qui vous intéressent, et même celles qui ne vous intéressent pas, ça,
ce sont les data qui vont nous permettre justement de créer ces chemins nouveaux. À partir de là, on va créer des flux et des interactions avec les autres pour pouvoir développer notre leadership, développer ce qu'on pourrait appeler notre réussite. Je mets le mot entre guillemets parce qu'il a souvent une connotation matérielle et je connais des gens qui sont très très heureux, qui ne gagnent pas des fortunes, mais ils ont une vie heureuse et ils ont une qualité de flux et d'interaction avec les autres qui est magnifique. Ils ne manquent jamais de travail, quelles que soient les circonstances, parce qu'ils sont reconnus comme, on ne prend pas le mot leader, mais ils sont reconnus comme une personne de référence. Et c'est ça aussi un leader. Et donc, à partir de toutes ces données que je vous ai présentées, j'ai donc créé le modèle Symbiocratie. Et à partir de là, donc comme je viens de vous le dire, on prend data, interaction, flux. Ça, c'est la base. Ça, c'est quelque chose que l'on doit entretenir, nourrir en permanence. Mais on va travailler aussi sur notre raison d'être et notre ambition altruiste. Et là, comment on trouve notre ambition altruiste? Eh bien, on va la trouver parce qu'on va s'intéresser à des choses différentes, c'est-à-dire qu'on va avoir une attitude de curiosité, un discours où on va poser des questions pour développer notre culture et mettre tout ça dans des valeurs humanistes. C'est-à-dire que nos flux, lorsque nous allons vers les autres, ça doit être enveloppé dans des valeurs humanistes. C'est-à-dire, une valeur, c'est un polysème, ça a un double sens. Une valeur, c'est à la fois un comportement, une expression d'une conviction, et en même temps, c'est matériel. Et en fait, on s'aperçoit que une valeur humaniste, c'est un comportement, attitude, discours qui permet un résultat. Ça veut dire qu'une valeur humaniste, aujourd'hui, on peut mesurer le résultat d'une valeur humaniste. Et la culture va nous permettre donc de charger nos datas et de créer des interactions. Eh bien, on va donc, grâce à ça, développer du leadership et des résultats humains et financiers. Et quand je dis toujours humain et financier, c'est-à-dire vous, sauf de jouer en bourse sur un ordinateur, c'est peut-être l'un des rares métiers, créer de la valeur, c'est vraiment rencontrer l'autre, échanger avec l'autre, avoir des idées, mettre en route des projets, réaliser des choses et pouvoir le monnayer. Donc c'est très très important de gérer cet ensemble de points pour soi, je dis aussi souvent pour les enfants, c'est-à-dire rendre les enfants curieux, leur faire lire un maximum de choses. J'ai bien dit lire. Ou si on regarde des films, après un film, c'est très intéressant de faire un débat. C'est pas bon, bah bonsoir, il est l'heure, on va se coucher. C'est comment tu l'as vécu, quelles ont été tes émotions, d'après toi, il était comment, un tel, puis il était comment, une telle, etc. Et donc, on va débattre. C'est-à-dire qu'on va créer des connexions au niveau psychoneurologique pour qu'ils comprennent, pour qu'ils ouvrent leur champ de conscience. On va enrichir leur culture, on va développer leur curiosité. Puis, bon, les valeurs, eh bien, on sait bien que dans un grand nombre de familles, les valeurs, ce n'est pas seulement un discours, ce sont les comportements, et évidemment, par mimétisme, les comportements de la tribu, de la famille, etc., etc. Quelles que soient les origines ethniques, sociales, religieuses, on s'en fout de tout ça. C'est vraiment le phénomène. Et on est arrivé en fait à ce résultat en analysant ces différents leaders et en se disant, mais est-ce qu'ils fonctionnent comme ça? Et que ce soit, j'allais dire, Armand Bombardier, qui est le créateur du groupe Bombardier, ou Winston Churchill, ou Steve Jobs, ou Richard Branson, etc., on s'aperçoit que ce sont des gens, on est d'accord ou pas d'accord avec leurs valeurs, mais elles ne sont pas négociables. Ils les appliquent au quotidien et elles se réalisent. Et les gens qui viennent travailler avec eux, comme ils ont cette raison d'être et cette ambition altruiste, eh bien, ils acceptent ou ils s'en vont. Ce sont des entreprises où il y a une culture d'entreprise très forte et très positive. Et cette notion d'ambition altruiste, et parfois ça choque quand je dis ambition et altruiste, parce que pour beaucoup de gens, être ambitieux, c'est pas bien. Il y a des gens qui ont une relation à l'argent qui n'est pas encore guérie. Et être altruiste, c'est faire du bénévolat. Or, pas du tout. Parce que l'ambition altruiste de Steve Jobs, c'était que chacun ait un ordinateur. Et l'ambition altruiste de Armand Bombardier, c'était de désenclaver le Québec l'hiver et ça a donné naissance au motoneige et ça a fait sa fortune et maintenant ils font du transport d'une façon générale. Et vous avez plein de gens comme ça qui existent sur la planète, à savoir que vous prenez Blablacar, par exemple, l'ambition altruiste de Blablacar, c'était de permettre à plein de gens
de se déplacer de façon optimum, le moins cher possible et sympathique en discutant avec les autres. Vous avez une autre banque en France qui s'appelle Nickel, qui a été créée par quelqu'un qui trouvait absolument insupportable en France la législation. Si j'ai bien compris, ça fait que lorsque vous avez fait des chèques sans provision, vous êtes interdit bancaire. Interdit bancaire, ça veut dire que vous avez pu toucher plus vos prestations, vous ne pouvez pas louer un logement, etc., etc. Donc c'est une dégringolade. Et il a dit c'est pas normal. Donc il a créé une banque, il a mis des guichets électroniques chez les cafés tabac. Et les gens peuvent ouvrir des comptes, déposer leur argent. Évidemment, ils n'ont que le crédit qu'il y a sur leur compte. Et à partir de là, ils peuvent effectivement avoir un compte en banque et encaisser leurs prestations. Ils ont pris plus d'1 million de comptes en 4 ans. Et il y a même 20% de leur clientèle qui n'avaient pas besoin d'une banque de ce type, mais ils sont venus les rejoindre pour les valeurs. Ça veut dire que derrière les valeurs, il y a des parts de marché. Et donc, si on trouve notre ambition altruiste, qu'on l'encadre avec des valeurs intelligentes, qu'ensuite on développe toute cette culture qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs, de connaître, de savoir, de partager, de comprendre, et qu'on a les attitudes et les discours, à ce moment-là, il y a quelque chose qui commence à se mettre en route. Dernièrement, j'ai coaché un jeune d'une vingtaine d'années qui voulait travailler dans l'immobilier. Bon, il aime la pierre, il aime le concret, il aime les choses, j'allais dire, un peu sécuritaires. Bon, on a travaillé, c'était à distance, en travaillant aussi bien avec des vidéos qu'avec des textes, qu'avec du storytelling, je l'ai envoyé, étudié, regardé sur Internet, sur le terrain, etc. C'est quoi l'immobilier? Ce n'est pas simplement vendre des appartements, c'est beaucoup plus vaste que ça. Donc, il a développé sa culture et je lui ai fait développer d'autres cultures à côté. Et maintenant, je lui ai dit, c'est quoi tes valeurs, donc tes comportements? Et on a organisé tout ça, tant et si bien qu'il rêvait d'un certain type d'agence immobilière pour travailler avec eux. Et l'entretien n'a pas duré 1 heure qu'il a déjà été embauché. Donc, c'est pour dire qu'à ce moment-là, on dégage quelque chose. Ça répond un peu à la question, pour moi qui ai vécu en Amérique du Nord. Quand vous faites un entretien en Amérique du Nord, les gens vont vous poser la question. La première question qu'ils vous posent, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour moi? C'est pas d'où tu viens, qui tu es, qu'est-ce que tu as comme diplôme, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Et c'est là où on doit être extrêmement clair, parce que celui qui veut rebondir, créer son business ou sortir de l'entreprise, etc., eh bien, la première question qu'on a à se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire pour l'autre? Or, très souvent, on se dit, qu'est-ce que je vais devenir et qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour moi? Et plus j'aurai de culture, plus j'aurai des champs de conscience et des possibilités de créer des choses. Donc là, on a là un petit schéma qui est un peu le schéma récapitulatif. Vous pouvez le photographier si vous voulez, mais de toute façon, il y aura des extraits qui seront mis en ligne. Et puis, on le retrouve aussi sur une de mes vidéos qui s'appelle Vendre sur ma chaîne YouTube. Donc, tout est open. Donc, si je veux rebondir en outplacement, développer mon employabilité, vendre, etc., là, j'ai ce que j'appellerais le schéma qui va me permettre de rentrer en communication. Là, j'ai toutes mes datas, j'ai toute la possibilité de créer des flux positifs pour créer des interconnexions complètement positives. Ça ne plaira pas à tout le monde, ne vous inquiétez pas. Il y en a que ça va déranger, ne vous inquiétez pas. Il y a des faux leaders qui vous diront et qui moi aussi, m'ont ri au nez en me disant qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est de la philosophie de comptoir. Mais ça n'empêche qu'à chaque fois qu'on l'a mis en place, ça fonctionne. Et aujourd'hui, avec tout le chaos qu'il y a, les gens ont besoin de retrouver du sens. Ils ont besoin de se raccrocher à des gens qui ont une ambition altruiste, qui ont des valeurs, qui ont une culture. C'est fondamental. Donc les vrais leaders, qui ne sont pas forcément en titre, mais de par leur personnalité, de leur particularité, de leur facilité à inspirer les autres avec ces éléments-là, eh bien ceux-là vont prendre, alors si je prends un terme marketing, je dirais des parts de marché, mais ils vont augmenter leur impact, augmenter leur notoriété. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de leaders qui font ça bénévolement. Il n'y a pas que l'argent derrière. Et ils y trouvent aussi un bénéfice, le bonheur d'aider les autres, le bonheur de faire réussir les autres. Moi, je sais que c'est un de mes premiers moteurs. Faire réussir les gens, c'est vraiment pour moi un plaisir. Et de pouvoir croiser des gens parfois 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans après, qui me disent « Waouh, grâce à vous, j'ai eu ça ». Pour moi, gratitude, c'est vraiment c'est le plus beau cadeau qui m'arrive. Alors,
comment on va développer nos potentiels, sachant que dans notre cerveau, il y a par moment un certain bazar entre nos émotions, nos sentiments, nos sensations, nos convictions, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Ça a été le premier livre dont je vous parlais, que j'ai écrit avec mon copain neurologue. On a fait une carte métaphorique du cerveau. Alors, ça permet en fait, c'est un peu comme une carte routière. Comment je fonctionne? Est-ce que je suis plus processus ou plus intuition? Est-ce que je suis plus logique rationnelle ou imagination? Et là, on va pouvoir donc tranquillement développer et prendre conscience de nos potentialités. Sachant que, revenons sur le principe d'individuation de Jung, pour développer notre leadership, ce sont les deux hémisphères ensemble qui vont faire qu'on sera créatif et qu'on sera créateur. Je m'arrête un peu sur ces deux mots, créateur et créatif. Créatif, c'est celui qui a des idées, et créateur, pour moi, hein, c'est ma définition, c'est celui qui les réalise. Donc, comprendre le monde et devenir créateur, c'est vraiment mettre en symbiose nos, et là je reprends le mot symbiose, nos deux hémisphères. Par exemple, une sonate de Mozart, ça repose sur de l'intuition, sur de l'imaginaire, sur de l'esthétique, mais ça repose aussi sur des règles et des processus, sinon ça ne fonctionne pas. Donc vous voyez, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment apprendre à mettre en symbiose nos potentiels, à mettre en symbiose nos talents, à être en symbiose avec l'environnement, exactement comme le fait la nature. Et donc, avoir ce réflexe tous les matins de pouvoir écouter, respirer, entendre, lire des choses qui peut-être ne nous font pas forcément plaisir, mais auxquelles on peut se dire, mais pourquoi il dit ça? Comment il dit ça? C'est quoi son but? À qui profite le crime? Hein? Quand il y a des patrons qui nous racontent des histoires, tout va bien, etc., etc., alors qu'on voit très bien que les gens qui sortent de la compta, ils ont le moral dans les chaussures. Et puis on ressent qu'il y a une énergie qui ne passe pas. Et là, on capte des informations par notre hémisphère droit et on essaye de les décoder, mais on n'a pas. Il y a tout ça qui se passe dans nos têtes. Et pour développer ces potentiels, donc là, je vous conseille aussi la méditation, qui est une chose extraordinaire, puisque ça permet de déconnecter d'un certain nombre de choses et de pouvoir faire travailler, vous le verrez, vous le trouverez sur YouTube, sur le YouTube de l'Université de Montréal, si ma mémoire est bonne, il y a des travaux sur la méditation qui ont été faits avec Mathieu Ricard et qui démontrent comment nos neurones et nos synapses se développent et communiquent entre eux en situation de méditation. C'est-à-dire qu'en clair, moins on est stressé, plus on est en train de rigoler et plus on a des chances de trouver des idées. Un peu l'inverse de ce qu'on doit faire en entreprise. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler des données qui nous semblent disparates. C'est ce que je vous dis donc depuis le départ. C'est quoi des données disparates? Par exemple, je vous invite à regarder Le pouvoir secret de l'eau, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, c'est sur YouTube. Et vous allez découvrir les travaux du professeur Emoto. Et on s'aperçoit qu'en fait, notre corps est chargé à 70 ou 80% d'eau et que ce que nous recevons au niveau musique, au niveau bruit, au niveau émotion, transforme la cellule de notre corps. Ah, bref. Alors, si ça transforme la cellule de notre corps, ça veut dire qu'à ce niveau-là, on a un boulot à faire. Et puis, on va comprendre en fait que notre impact, plus je suis en énergie haute, plus je suis en positif, et plus j'impacte les cellules de l'autre en positif. Et c'est ça, en fait, le vrai leadership. C'est ce qui fait que les gens ont envie de venir travailler avec nous. C'est ce qui fait qu'ils ont envie de nous suivre. C'est qu'on est en train de les nourrir de façon positive et toute cette énergie, cette fréquence qu'on développe, qu'on dégage, parce qu'on a des idées, parce qu'on a trouvé un chemin nouveau, parce qu'on échange avec eux, parce qu'on se confronte avec eux, parce qu'on demande de l'aide. Parce qu'un leader demande de l'aide. Un leader, il ne sait pas. Un leader, il inspire. Un leader, il pose des questions. Mais il n'a pas forcément la réponse. Puis après, il fait la synthèse et il explique quelle direction on va prendre par rapport à tout ce qu'il a entendu, écouté. Donc ça, c'est intéressant de regarder ça. Vous pouvez aussi, pour ceux qui l'ont vu ou pas vu, l'intelligence des arbres. Et là, c'est absolument génial. On nous explique comment les arbres communiquent entre eux, comment les arbres se défendent, comment les arbres s'entraident et comment, en fait, ils disposent de leur code de fonctionnement et comment ils vont s'adapter au monde dans lequel ils arrivent. Et voilà, et quand je mets les deux ensemble,
et que je mets en plus mes compétences dans d'autres domaines, la photographie ou la montagne, des choses de ce genre, et ben, j'enrichis à chaque fois mon cerveau et parfois il y a des idées originales qui arrivent. Un autre point sur lequel je vais vous interpeller et vous dire de travailler pour pouvoir développer votre leadership, c'est cette notion du flow. Donc peut-être que certains ont lu le livre de Mihaly Csikszentmihalyi, qui est un Hongrois qui travaille, qui est professeur à l'université de Chicago, et il est dans tout ce flow, un peu comme moi, de ce qu'on appelle la psychologie positive, c'est-à-dire, mais pourquoi il y a des gens qui réussissent? Pourquoi il y a des gens qui sont heureux en toutes circonstances? Ah, ça alors, c'est bizarre parce qu'ils devraient être malheureux, ils devraient être impactés par tous les discours stressants. Ben non, ils sont heureux. Et alors lui, il a réfléchi là-dessus et il s'est aperçu qu'en fait, les gens qui étaient heureux au travail, heureux dans leur vie, et donc il appelle ça être en flow, c'est qu'ils avaient un niveau de défi ou de passion ou d'intérêt positif assez fort et ce qu'on appelle des compétences intrinsèques, c'est-à-dire complètement, ce ne sont pas vos compétences acquises par le savoir, ce sont des compétences intrinsèques et que vous aviez la possibilité de mettre en forme vos compétences intrinsèques, de les exploiter. On le voit très très bien chez les enfants. Il y a à peu près 18 compétences intrinsèques et chez les enfants, on voit très bien ceux qui sont plutôt verbaux ou physiques ou intellectuels, ou, etc., etc. Et donc on va voir chez eux s'ils ont plutôt la façon d'aider les autres ou d'être sans arrêt des curieux à rechercher des solutions nouvelles ou à inventer des trucs nouveaux. Et donc, à partir de là, on voit les compétences intrinsèques de l'individu. Par exemple, celui qui a des compétences intrinsèques pour être curieux, développer des idées nouvelles, il est clair que si ses parents le forcent à faire de la comptabilité analytique ou à être fiscaliste, eh ben, il ne sera pas vraiment à sa bonne place. Tout comme dans les entreprises, on a des gens qui ont des compétences intrinsèques incroyables, mais qui ne sont pas à la bonne place. Et donc, en termes de retour, en termes d'investissement émotionnel, bah, c'est zéro. Ça veut dire que ce sont des gens qui vont tomber en lassitude ou en indifférence ou en abandon. Et c'est là où parfois on se retrouve. Et j'allais dire souvent de façon salutaire, parce que quand on fait le point comme ça, eh ben, ça permet de rebondir et de se dire, OK, je suis qui, je suis quoi, je fonctionne comment, qu'est-ce qui se passe, où est-ce que je peux aller? Et on a parfois, pour des raisons rationnelles ou des raisons d'éducation, le fait de se dire, ah, ben, je devrais aller bosser dans le marketing parce qu'en ce moment, le marketing de réseau, le digital, je vais me former là-dessus. Bon, qu'est-ce qui dit que dans 5 ou 10 ans, avec tous les robots et l'intelligence artificielle, on aura encore besoin de quelqu'un là-dedans? Donc, on prend des directions. Évidemment, c'est intéressant si on est un peu curieux, mais est-ce qu'on est fait pour ça? Et si on ne vit pas en flow, ou tout du moins en maîtrise, ou avec de temps en temps un peu de fébrilité, si on n'exerce pas dans ce cadre-là, eh bien un jour ou l'autre, on est fatigué, et un jour ou l'autre, il y en a certains, ils tombent en dépression. Et donc, cette notion d'ambition altruiste, pour la rechercher, pour trouver son flow, et pour savoir surtout comment on va la réaliser. Parce que si vous avez une ambition altruiste, que ce soit de faire des crêpes ou de fabriquer des chaussures pour handicapés ou je ne sais trop quoi, si c'est ça votre ambition altruiste, mais que, par exemple, vous n'êtes pas quelqu'un de physique, alors, comment on va faire les choses? Et c'est là où la notion de l'autre, de l'interaction avec l'autre, des flux qu'on va créer avec les autres pour pouvoir organiser et réaliser son ambition altruiste, sachant que ce sont les autres dont nous avons besoin pour échanger, pour communiquer, pour créer. Et développer son leadership, c'est vraiment développer sa relation positive, sa relation entourée de valeurs avec les autres. Et c'est aussi prendre en considération nos moteurs psychologiques. Et ça, vous l'avez. Bon, moi, j'utilise, avec les différentes personnes, moi, j'utilise le système de Carl Gustav Jung qui s'appelle la persona, qui est utilisé par des tas de méthodes, MBTI, 16 profils, etc., etc., et qui permet d'avoir une idée de son profil et de se dire, OK, alors, j'ai mes compétences intrinsèques, j'ai mon profil psychologique, je suis à peu près clair dans mes valeurs, je les décline en comportement. J'ai ma culture que je développe sans arrêt par rapport à mon point d'arrivée.
Et donc maintenant, j'ai toute la trousse à outils, je connais mon moteur, je connais comment il fonctionne. Je suis donc ouvert à toutes les possibilités qui rentrent dans ce cadre qui est large. Donc ce système de Carl Gustav Jung, c'est qu'en fait, il a déterminé que, en gros, et là j'ai fait une terrible synthèse, il y a 4 grands profils d'individus, les extravertis et les introvertis, les assertifs et les consensuels, et que donc, nous avons 4 moteurs au fond de nous, et nous les avons tous, ces 4 moteurs. Hein. Nous avons de l'intuition, ça marche plus ou moins fort chez certains ou chez certaines. Nous avons tous des sentiments, ils sont plus ou moins développés, plus ou moins bloqués chez certains ou certaines. Nous avons tous des sensations. Alors, sensation, pour bien comprendre le mot, je le traduis comme étant saint Thomas. C'est-à-dire, je fais ce que je dis ce que je crois, je fais ce que je crois, et je suis carré, je suis comme ça, et je suis au présent. Et il y a des gens qui sont de type pensée, c'est-à-dire qu'ils sont sans arrêt en train d'analyser, de poser des questions, de trouver les erreurs, de voir si tout est bien organisé, tout est bien mis en place, si tout va bien. Donc, à partir de là, eh bien, quand vous savez que vous avez 51% quelque part et puis que le reste se répartit, soit avec un peu de sensation, un peu moins de pensée, sentiment, soit avec un peu plus de sentiment et autres, et ça vous donne une personnalité. Ça veut dire que cette personnalité, vous allez pouvoir la développer avec vos compétences intrinsèques, vous allez pouvoir la développer avec votre ambition altruiste, avec vos valeurs et avec votre culture. Et une fois que vous avez mis tout ça aligné, et on peut le faire avec une entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise, on peut le faire avec n'importe quelle personne, même avec des ados, parce que je le fais régulièrement, j'adore. Ben du coup, l'ado qui est en recherche, qui se dit à quoi je sers dans ce monde, il est pourri, on va droit dans le mur, on va tous mourir. Enfin bon, vous connaissez tous, si vous n'en avez pas, vous avez vécu la période d'ado. C'est la mue du homard, quoi. On a perdu sa carapace et la suivante, on ne sait pas de quelle taille elle sera. Et on voudrait bien qu'elle soit suffisamment grande et large. Donc, ça va permettre à ces ados de se dire « Ah, ok, je vaux ça, moi je voudrais réaliser ça ». Peut-être qu'ils changeront d'idée en cours de route, mais en attendant, on leur a ouvert l'esprit, on leur a ouvert des champs de conscience, on leur a donné du potentiel et on leur a appris à se servir de toutes leurs qualités et de tout leur potentiel. Et ça, je pense que c'est vraiment fondamental. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette partie-là? Alors, est-ce que pour vous, tout est clair déjà? Bien que oui, 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 c'est clair, hein, c'est clair. C'est un cheminement qu'on commence, c'est Xavier qui parle, hein. Oui, C'est un cheminement qu'on commence petit et puis qu'avec les obstacles qu'on a devant nous, ben, on apprend à les traverser, quoi, hein. Et puis, mais par contre, c'est vrai que là, de participer à cette formation, ben, ça permet de mettre des mots sur des vécus qu'on a, et puis surtout avec les autres, parce que comme c'est bien, c'est surtout la relation à l'autre qui est l'obstacle principal. Le conditionnement initial, la relation à l'autre, ben, c'est toujours la compétition, alors que normalement, ça devrait être, en fait, si on regarde bien, si on est en fait, honnête avec nous-mêmes, c'est les autres qui nous ont construits, en fait. oui, C'est que par les autres qu'on a jusque, hein, au moment où on se parle aujourd'hui, là, hein, c'est que ça, tous les moments que j'ai vécu, c'est par les autres, en fait. l'interaction avec les autres nous permet en fait de répondre à notre ambition altruiste, de trouver, de partager des idées, d'avoir autre chose. Si on reprend la nature, hein, dans le processus de symbiocratie, la nature n'est pas en compétition. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est ça enfin, c'est l'aspect humble de regarder justement la nature, l'eau, les rochers, tout ça, c'est fait que d'harmonie, harmonie, chacun s'entraide, son courage, et il y a vraiment que l'espèce humaine qui a pas, enfin, qui a un décalage par rapport à ça. Il y a que l'espèce humaine, hein, parce que tout ce qui nous entoure, le soleil, enfin tout ce qui est autour de nous, c'est l'harmonie en fait, hein. L'harmonie, c'est l'équilibre, c'est le flow quoi en fait, hein. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un d'autre a un point de vue ou une question à poser? N'hésitez pas aussi à partager des problématiques qui vous touchent personnellement et du coup, comment ça peut se vivre par rapport à ce qui vient d'être partagé par Didier, hein. Laure, je vois, est-ce que tu veux qu'on dise ça? Alors, la question de Laure, c'est Oui. comment s'autonomiser dans cette démarche de leadership?
Ah, si ça te parle, Didier. Alors, en fait, la démarche de leadership que je propose, c'est une démarche que j'appelle autotélique. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en pratiquant, vous allez vous autonomiser. Il s'agit donc, vous faites pas une psychanalyse pour vous libérer d'un passé difficile, etc. C'est de se tourner vers un devenir qui vous prend aux tripes, qui vous porte, dans lequel vous croyez. Et petit à petit, hein, comme disent mes amis québécois avec lesquels j'ai vécu pendant 20 ans, c'est tranquillement pas vite. Hein, et ben vous allez développer des nouveaux réflexes. C'est-à-dire que, par exemple, je prends le cas d'une personne qui a beaucoup de mal à rentrer en interaction avec d'autres personnes. Si vous allez au Craig ou dans d'autres soirées qui ont lieu sur Genève, il y a des gens, ils restent dans leur coin toute la soirée et puis ils ne touchent personne. Ben, je dis, ben, la prochaine fois, tu vas rencontrer une seule personne et tu vas lui poser une série de questions par rapport à lui et par rapport à son business. OK. Puis la fois d'après, tu en feras deux. Ben, la fois d'après, c'est un mois après. Donc, ce n'est pas violent. C'est le fait juste de changer ses comportements et de se dire, si j'ai des valeurs, si j'ai une ambition altruiste, il faut bien que j'échange avec les autres pour savoir si ça vaut quelque chose et si ça correspond à un besoin. Donc, je vais aller vers eux. Si vous restez enfermé toute la journée dans votre bureau, bon, évidemment, il y a Internet maintenant, mais de temps en temps, il faut sortir. Et même par Internet, il est nécessaire d'interpeller les gens, de leur poser des questions. Il y a des gens qui me rejoignent sur LinkedIn, je leur dis qu'est-ce qui vous a intéressé sur mon profil, pourquoi vous venez, que voulez-vous que nous échangions. Et puis le fait de poser ces questions-là, on se découvre et on prend confiance. Voilà. Donc votre autonomisation va se faire en pratiquant. Parce qu'en pratiquant, vous allez créer des fonctionnements sur le plan psychoneurologique qui vont faire qu'après, ça va devenir un réflexe. Vous savez, c'est un peu comme ces gens qui se disent « Oh, il faudrait que je fasse du sport » et qui font notamment de la course à pied. Eh ben, les 90 premiers jours sont pénibles. Pourquoi? Parce qu'il faut se botter les fesses tous les matins pour y aller ou tous les soirs, parce qu'on a toujours une excuse pour ne pas le faire. Et tous ceux que nous avons interviewés me disent, bah, au bout de 3-4 mois, ça devient une drogue et je ne peux pas m'en passer. Donc, si vous voulez vraiment développer votre autonomie, c'est vraiment ça. C'est petit à petit, en travaillant sur les différents éléments que je vous ai communiqués, c'est vraiment de prendre confiance en vous et conscience que vous avez ces capacités, vous avez ces possibilités. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Qui nous dit mot conscient. Oui. Ah, merci. Alors, bah, je vais repartir donc avec donc ce que j'ai appelé nos nourritures psychologiques. Et ce qui nous nourrit et ce qui va aussi dans cette notion d'autonomisation être vraiment fondamental, hein, vraiment très important, c'est parce que ce n'est pas de la junk food. Hein. Nos nourritures psychologiques, hein, ce sont nos valeurs. Et moi, je parle de valeurs humanistes. Et un flux fonctionne avec des règles qui dépendent des valeurs. Donc, si vous avez des valeurs, il est clair que c'est ce que je fais notamment dans le cadre, j'allais dire, de création d'équipes, même si ce sont des équipes d'écosystèmes, des équipes ponctuelles. C'est-à-dire, quelles sont nos valeurs? Qu'est-ce qu'on partage comme des valeurs? Partant du principe, comme je l'ai dit, qu'une valeur, c'est un comportement, eh bien, sommes-nous tous d'accord pour que telle valeur soit un comportement? Par exemple, je vais prendre le cas, je suis intervenu dans un comité de direction d'une des grandes compagnies, on appelle ça les Big Five, c'est genre Ernst Young, KPMG, etc. Et je suis intervenu parce que ils ont une multiethnie très très forte et je trouve ça extraordinaire. Sauf que quand on prend le mot courage, ben, le courage pour un Camerounais, le courage pour un Japonais ou le courage pour un Suédois, ben, ça n'a pas du tout la même connotation. Et c'est pour ça que quand on travaille ensemble, quand on échange ensemble, quand on veut même passer un contrat ensemble, c'est de définir nos valeurs et de dire, OK, ça correspond à quoi sur le plan pratique et sur le plan comportemental. Donc, définissez bien vos valeurs et regardez les comportements qui, d'après vous, doivent aller avec vos valeurs. Ça permet aussi, quand on rencontre des gens, au-delà des discours qu'on peut entendre, ça permet de voir si les gens sont en cohérence. Parfois, on rencontre des gens qui nous racontent des très très beaux discours, mais on sort avec un sentiment de
Je ne sais pas pourquoi, ouais, c'était sympa, mais c'est pas clair. Et très souvent, c'est parce qu'il y avait le discours d'un côté et les comportements de l'autre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, dans quelques études récentes, on se demandait pourquoi les politiciens étaient si peu et de moins en moins aimés, voire haïs. Mais c'est parce que simplement, ils ont beau être entraînés, ils ne dégagent pas la réalité de leur discours. Leur comportement et leur énergie ne correspondent absolument pas au discours qui nous tiennent. Et ce qui fait qu'un grand nombre de gens doutent. Parce qu'il y a aussi, les gens ont les consciences qui s'éveillent. Avec l'informatique, il ne faut pas oublier que nous avons développé des compétences nouvelles, mais ce n'est pas pour autant que les anciennes ont disparu. Lorsque Gutenberg a inventé le livre, le centre de la mémoire s'est réduit, parce qu'autrefois, il fallait apprendre par cœur tous ces cours dans les universités. Après, il y a eu les livres et après, on pouvait lire et en conséquence, on avait moins besoin d'apprendre par cœur puisqu'on avait un support papier. Donc, le cerveau s'est reformaté en permanence et c'est ce qu'il fait de plus en plus chaque jour. Donc, il y a aussi des champs de conscience qui se développent grâce à ça. Donc, la culture, travailler sur votre culture. Alors, je parle aussi pour vous, mais je reviens souvent aux enfants parce que avec cette méthode, vous pouvez aider des enfants. Hein. Et ça nourrit l'ambition altruiste. C'est-à-dire, j'ai une idée, j'aimerais faire quelque chose. OK. Il va falloir que je me confronte à la réalité, que j'aille chercher les informations. Il y a ceux qui vont me dire c'est possible et il y a ceux qui vont me dire c'est pas possible. Et tous les deux, il va falloir que je leur dise pourquoi. Pourquoi c'est possible, pourquoi c'est pas possible. Et ça, c'est la question qu'on oublie souvent parce que quand on y croit, on ne pose pas la question à l'autre pourquoi c'est possible. Ce qui fait qu'on n'a pas, il nous manque une information. Parce que l'autre, il dit, bah oui, c'est possible parce que moi, je le ferais comme ça, comme ça et comme ça. Et si ça se trouve, il le ferait différemment de nous. Donc, il y a des questions clés pour s'enrichir en termes de culture. Et c'est vraiment pour enrichir les autres. C'est-à-dire, quand vous avez cette culture, les autres vont vous suivre parce qu'ils savent que vous avez des réponses. Donc, ils viendront vous poser la question du pourquoi et du comment. Et c'est là où, en fait, vous allez avoir plus ou moins un rôle de leader qui s'opère sans pour autant qu'on vous monte sur une estrade et que vous soyez leader. Parce que, qu'on soit bien d'accord, hein, le leadership, ce n'est pas de monter sur une estrade pour faire des claquettes. C'est vraiment d'inspirer les autres et de créer des chemins nouveaux et de manager les autres et de leur donner de l'espoir et vraiment leur insuffler des valeurs. Et aujourd'hui, c'est fondamental, c'est de créer du sens avec eux. Et ce qui se passe, c'est que quand on a des équipes qui tournent comme ça, ben en fait, la somme des individus est beaucoup plus importante que le nombre d'individus. C'est-à-dire que ce qu'on est capable de faire à 5 ou à 10 dans cette dynamique-là va être beaucoup plus fort, beaucoup plus vrai que si je prenais 10 personnes qui ne se connaissent pas et qui vont travailler sans que je crée cette dynamique. La différence en termes de résultats est vraiment fondamentale. Donc, et d'autant plus fort dans un écosystème où il n'y a pas de lien hiérarchique. On revient à cette notion d'entreprise libérée, mais la méthode que je propose, c'est justement pour libérer les cerveaux, pour rentrer dans cette forme de management. Et alors, en ce qui concerne l'altruisme, bon, ben, quelqu'un qui a une ambition altruiste, qui veut aider les autres à réussir, bon, il y a plein de gens qui disent, j'en ai rien à faire, je n'ai pas besoin de ton système, je n'ai pas besoin de ta méthode, je n'ai pas besoin de ta machine, je m'en sors bien tout seul. OK, ben, je continue à diffuser le message et on verra un jour si j'ai tort ou j'ai raison. Et en plus, ça ne se place même pas en tort ou à raison, ça se place dans le fait que j'ai une ambition altruiste. Alors, il y a des gens qui ont des ambitions altruistes avec lesquelles ils vont devenir milliardaires, millionnaires, et il y a des gens qui ont des ambitions altruistes, qui vivent tout simplement très bien. J'ai une personne que je connais bien, qui habitait du côté de Chambéry, enfin il est né là-bas, et qui a créé un centre absolument incroyable de plantes rares, de soins sur un territoire du côté de Montpellier. Il a fait quelque chose de magnifique, et c'était ça son ambition. C'était sauver les graines rares, sauver les plantes rares, planter des oliviers, faire de l'huile avec un très haut taux de polyphénol. Voilà, il est habité par tout ça pour le mettre à la disposition de la population. Il mange bien tous les jours, hein, il n'est pas millionnaire, mais il s'en fout. C'est ça sa vie. Et quand il se lève le matin, il est dans l'enthousiasme. Et c'est pour ça que pour les enfants, la curiosité est fondamentale parce que c'est au travers de cette découverte, de cette curiosité qu'ils vont trouver leur voie. La raison d'être. Donc, tout ça, c'est à mettre, j'allais dire,
sur des post-it autour de votre miroir le matin ou sur votre frigidaire, je ne sais pas. C'est vraiment à y penser. C'est ce à quoi nous servons. C'est le pourquoi qui exprime notre existence, qui donne du sens à notre vie. C'est vraiment, voilà, c'est notre raison d'être, c'est comme ça. Et on exprime nos talents, c'est notre identité. C'est vraiment un peu le mélange du tout qui fait qu'on est vu comme étant quelqu'un de particulier avec ses convictions et ses talents. Et c'est là où notre dimension de leader prend tout son, j'allais dire, toute sa dimension. C'est là aussi où certains chasseurs de tête ou certaines entreprises viennent nous chercher parce qu'ils s'aperçoivent qu'il se passe quelque chose. Et moi, je me souviens que j'ai commencé à travailler relativement jeune dans les entreprises et intrinsèquement, j'avais ce type de fonctionnement, ce qui est propre souvent à DHP. Et mes supérieurs hiérarchiques me voyaient comme un ennemi parce qu'ils étaient persuadés parce qu'eux raisonnaient avec leurs croyances, leurs convictions, leur mode de pensée. Donc, ils se disaient, ce petit-là, il veut me piquer ma place. Or, non, ce que je voulais, c'était faire réussir l'équipe dans laquelle j'étais. Mais je me comportais avec un certain leadership. Donc, lui, il me voyait comme un ennemi. Et donc, son premier souci, c'était de me dégager. Mais bon, je pense qu'il y en a d'autres qui ont vécu ça, si ce n'est pas parmi vous, autour de vous. Voilà des entreprises qui ont une ambition altruiste. Blablacar, Nickel, je vous en ai parlé, Yuka, Communauto, il y en a plein. Et maintenant, le coût d'entrée grâce à Internet est relativement faible, ce qui fait qu'on peut développer des ambitions altruistes, j'allais dire, relativement facilement. Ce qu'il va falloir travailler derrière, c'est le storytelling, le comportement, le discours. Il va falloir être bien en cohérence avec toutes ces données-là. Bon, ça, c'est un travail, on prend du temps. Mais surtout, ne pas avoir honte de ce qu'on fait. Ne pas avoir honte. Parce que ceux-là n'ont pas eu honte. Ils ont toutes nos datas, ils créent des flux et des interactions. Et ça, ils savent faire. Donc, ils sont des modèles quelque part en termes de fonctionnement, peut-être pas en termes de valeur, peut-être pas en termes d'ambition altruiste, parce qu'à l'origine, même si Apple avait une ambition altruiste, eh ben, il arrive un moment où ils sont tellement riches, tellement puissants qu'ils peuvent péter un câble et ne sortir de leur ambition altruiste. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe parce qu'en termes de créativité, ils commencent à avoir quelques soucis. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent plus le monde, ils n'écoutent plus le marché. Ils savent parce qu'ils ont réussi, ils ont le pouvoir, ils ont de l'argent. Donc le savoir, le pouvoir et l'argent, ce sont vraiment les trois clés que des gens qui sont en poste, les trois clés auxquelles les gens qui sont en poste s'accrochent et qui font que souvent, c'est à cause de ça que l'entreprise chute. Donc, on revient à cette définition. C'est bien l'art et la manière de créer des chemins nouveaux. Ça, c'est ce que je vous propose au travers de cette méthode. Imaginez un monde nouveau aussi, parce que je pense qu'il y a plein de choses à faire à l'heure actuelle. Et mettre en symbiose les talents, les potentiels. Ça, c'est peut-être que ça vous paraît complexe. Moi, je peux vous dire que mettre en symbiose des talents, quand on a des valeurs, une ambition altruiste et de la culture, c'est vraiment un jeu d'enfant. L'être humain est extraordinaire. C'est que si vous le focussez sur ces éléments-là qui sont vraiment des créateurs de sens et de valeur, vous allez réunir du monde autour de vous. Et c'est là où votre chiffre d'affaires va se développer. C'est là où vous allez trouver du boulot. C'est vraiment, ça c'est le plus simple à faire de tous les exercices. Puis, pour terminer, je parle toujours, parce que souvent j'ai la question de la loi de l'attraction. Et la loi de l'intention, et moi je suis beaucoup plus sur la loi de l'intention. C'est vraiment avoir une intention où tous les facteurs et toutes les données hétérogènes entrent en interaction relationnelle. Et si vous êtes capable de faire rentrer toutes ces informations, vous allez avoir une activité systémique. Et ça va s'autoréguler. Mais il faut brasser de l'information. Et surtout, si vous avez dans vos équipes, ou si vous travaillez avec des amis, qui arrivent avec des idées complètement, apparemment, même pas complètement, apparemment stupides, décalées, etc., ne les empêchez pas de parler. Ne les empêchez pas de s'exprimer. Il y a des pépites qui se trouvent là-dedans. Et donc, votre attractivité dépend de vos intentions. Et donc, mon intention, si je suis un leader, elle doit être en cohérence avec mon ambition altruiste, ma culture et mes valeurs. Si mon intention n'est pas en cohérence avec mon ambition altruiste, ma culture et mes valeurs, eh bien, vous n'aurez pas d'attractivité.
Parce que si votre intention, c'est d'utiliser la méthode que je vous donne pour juste faire de l'argent, eh ben, vous ne serez plus en cohérence. Donc, un jour ou l'autre, vous allez perdre cette dimension et les gens vont s'apercevoir que quelque part, ils se sont peut-être fait manipuler. Donc, c'est vraiment une cohérence entre vos pensées, vos gestes pour créer des flux. Et ça, c'est vraiment un point qui est absolument important. Et la clé du système derrière, bah, évidemment, c'est la créativité, parce que plus vous allez faire ça, plus vous allez rencontrer. Je ne dis pas que vous aurez des idées, mais plus que vous allez rencontrer des idées. C'est vraiment une méthode que vous pouvez vous accaparer pour pouvoir vous développer. Puis, je reviens toujours sur les enfants, mais pour moi, c'est fondamental de leur donner les moyens de se développer autrement et de vivre autrement. Donc, c'est vraiment bon pour les RH, pour la culture de valeurs, stratégie de veille aussi, bien réfléchir en permanence, qu'est-ce qui se passe dans mon environnement? La notion de résilience pour oser autrement et d'avoir des nouveaux projets et avoir toujours cette notion holistique et systémique vis-à-vis des gens. Voilà un peu en gros tout ce que j'avais à vous dire dans cette notion de leadership, hein, c'est-à-dire de mettre en symbiose nos talents avec ceux des autres, mettre en symbiose nos idées, nos potentiels, nos richesses personnelles avec ceux des autres pour pouvoir en créer d'autres. Merci beaucoup Didier. Alors, il y a déjà eu des espaces effectivement pour poser certaines questions, mais je pense que c'est aussi un moment où il y a justement un autre temps qui peut être un temps d'échange. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez. Il reste toujours la possibilité de les mettre dans le champ conversation également. Il faut un courageux dans ces cas-là, donc lancez-vous. Je précise, hein, il n'y a pas de questions idiotes. Hein. Non, ça n'arrive jamais. Voir les questions généralement généralement toute phrase qui commence par j'ai une question bête mais et en fait une très bonne question parce qu'elle permet de prendre une perspective différente sur ce qui a été abordé. Pour ceux qui auraient envie d'aller plus loin, il y a la possibilité de s'inscrire pour cet événement. Ouais. Est-ce que tu veux en dire quelques mots peut-être? En fait, on va travailler dans cette formation, on va travailler bien entendu sur la notion de valeur, de culture et d'ambition altruiste, mais surtout, qu'avez-vous envie de devenir, d'être? Est-ce que vous êtes manager et vous avez un problème d'entreprise? Est-ce que vous êtes patron de TPE, de PME? Est-ce que vous êtes au chômage en tournant en rond parce que vous faisiez, je ne sais pas, de la compta et on vous repropose des postes de compta alors que vous n'avez plus du tout envie de faire de la compta et que vous voulez complètement vous repositionner? Voilà, toutes ces questions-là. Et c'est très intéressant, très riche d'être avec des gens très différents, et avec des métiers, des origines très différentes, parce que on reprend un peu cette notion d'inconscient collectif cher à Jung ou de constellation familiale, c'est-à-dire qu'on a souvent la réponse pour l'autre. C'est vraiment d'une richesse étonnante. Puis moi, j'ai vu des comptables qui étaient des violonistes incroyables. J'ai vu des vendeurs qui passaient 40% de leur temps dans la voiture et le reste chez les clients, mais qui étaient des peintres, notamment un qui était un fauviste façon le douanier Rousseau. Incroyable. Enfin, j'ai vu tellement de talents cachés avec des gens qui se cachaient derrière. C'est que non, je reste intimement convaincu qu'on est en plus dans une période où c'est vraiment l'instant de mettre son talent sur la table, quoi. Une petite question de dernière minute. Sarah nous dit merci pour cette inspirante présentation. Donc, merci Sarah. À bientôt Sarah. Ok, si ce n'est pas le cas, une nouvelle fois, merci à Didier, merci à tous et toutes pour votre présence. Merci à vous tous. Merci. N'hésitez pas si vous avez besoin encore de communiquer. Merci. Pour tous ceux qui se sont inscrits sur le Meetup, vous avez la possibilité de communiquer. Et puis sinon, j'avais mis mes coordonnées. Alors à bientôt, plein de succès. Vous ne prenez pas la tête, ne cherchez pas à devenir des leaders, vous en êtes. Donc c'est juste enrichissez les autres de ce que vous êtes. On va le faire, on va le faire. Merci. Merci. Merci Didier. Merci. Merci Didier. Merci à vous.